cette pâte de fruits passe bien. Top, parfait. Testez ça alors sans souci, bien sûr. Alors ce qui va se passer, c'est si vous prenez ce gel, vous devez vous hydrater. Il y a deux spécificités du gel qui peuvent fonctionner, qui sont intéressantes. Imaginez-vous, je prends le gel sans eau. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir soif. Peut-être, effectivement. Oui, certains ont soif. Et ce qui va se passer, c'est que la glycémie, donc le sucre qui va passer dans le sang, va monter comme ceci. Plus lentement que si je prenais de l'eau. Quand je prends de l'eau, avec ce gel, le sucre qui va passer dans le sang va passer beaucoup plus vite. D'où l'intérêt, évidemment, si on a besoin, de consommer de l'eau. Okay, on va consommer quasiment 200 ml d'eau pour l'équivalent d'un tube de gel. Alors quand je dis 200 ml, c'est à peu près, okay, il faut le tester, certaines personnes c'est 150 ml, certains c'est 200. Mais imaginez-vous qu'ici vous allez avoir des gobelets sur votre semi-marathon ou vos 10 km, ou vos 5 km, vous allez avoir des gobelets en carton. Alors je ne sais pas si vous voyez bien la photo, mais je ne sais pas combien d'eau il va avoir dans ce gobelet, ce coureur, mais il est clair que, voilà, c'est pas grand-chose en fait. Voilà. Et donc il y a des techniques à apprendre. Technique pour pincer le gobelet. Là, ce sera un carton, il faudra le tester, je n'en ai pas d'exemplaire ici. Mais la technique en cours, effectivement, si on n'est pas simple, c'est de prendre le gobelet, de pincer l'eau, accrochez-le en haut et fermez votre gobelet. Pour après boire par petites gorgées, tout doucement. D'accord? Ça, c'est une petite astuce pratique pour ceux qui ne veulent pas s'arrêter. Parce que là, si vous prenez le gobelet comme lui, vous n'aurez rien eu. Vous prenez ce gobelet-là et vous arrivez effectivement déshydraté, c'est clair, vos performances, ce n'est pas qu'un problème le jour de la course, c'est un problème après pour la récupération aussi. C'est un problème après pour reprendre l'activité physique, l'entraînement. Chaque fois que vous êtes déshydraté, vous allez perdre vos capacités en fait physiques à pouvoir refaire l'exercice physique supplémentaire. Ok? Hydratez-vous. Alors, qui a vu dans la littérature, il y a quelque temps, on s'est parlé plusieurs fois, le fait qu'il fallait boire à sa soif. Est-ce que vous avez lu ça? Il y a un article paru dans Saint-Tropez, dans plusieurs articles. Okay. Alors moi j'insiste, si vous lisez ça demain, dans un article de sport, etc., c'est vrai, boire à sa soif fonctionne très très bien chez les pros. Est-ce qu'il y a un professionnel dans la salle? Je n'ai pas vu. Okay. Chez les pros, ça fonctionne très bien, parce qu'on les entraîne à ça. Il n'y a aucun problème. On fait des semi-marathons sans boire, évidemment. Moi, quand j'ai un semi-marathonien qui me fait ça en 1h06, 1h7, 1h8, c'est clair que je ne me fais pas boire. On va pas s'arrêter, ralentir. Tu fonces, mon gars. C'est clair. Ces gens-là, on les entraîne à ça. Nous, on est amateurs. On s'hydrate. Ça ne fonctionne pas de la même manière. Et dans ce cadre-là, il existe toute une série de boissons dont je vais vous parler. Après l'effort, qu'est-ce qui se passe? On a soif. Donc on boit le vin, vous savez. C'est toujours un manger qui me parle de ça. Non, ça c'est plus fort. Mais non, c'est vous l'année passée. Oui, ceux de fond aussi, mais ils sont entièrement d'accord. Qu'est-ce qu'on fait après l'effort? Bon, la troisième mi-temps, ouais. On pourrait effectivement boire l'isotonique, oui. Je vais vous donner une astuce. Vous allez me faire la technique de la double pesée. Qui connaît la technique de la double pesée? Bon, à part une diététicienne ici, c'est vrai que monsieur, jeune homme, il y en a qui trichent. Ah, comme il y a pas d'enfant qui connaît, c'est bien. Bon, la double pesée, en fait, elle est super intéressante. Je vais vous la résumer ici. Elle est extrêmement intéressante parce que chez nous, lorsqu'on fait des consultations, elle nous permet effectivement de préciser combien d'eau a besoin le sportif. On va beaucoup plus loin que ça, mais ici, vous allez déjà avoir un premier jet de test à faire à la maison. Vous allez prendre votre poids avant la course à pied. Ok? Si vous êtes en tenue, sur la balance, vous mettez sur la balance en tenue, c'est parfait. Hein, je fais 150 kg, parfait, parfait. Vous allez courir
2 heures, 3 heures, 4 heures, à votre rythme, pas de problème. Vous revenez, vous mettez sur la balance. Dans les mêmes conditions, évidemment. Si j'étais en basket, je reste en basket. Si je mets le chat à bras, je garde le chat à bras. Les GSM, les GSM. Ok, dans les mêmes conditions. Ça me fait donc une différence. Généralement, vous inquiétez pas, on va en avoir une. Cette différence, je vais la multiplier par 1,5. Et pourquoi pas par 1 ? Pourquoi, votre avis ? Parce que lorsque vous allez reconstruire, puisque là on est à la fin, hein, donc on reconstruit les muscles, on a besoin de toute une série d'éléments, de transport qui vont faire en sorte qu'on va construire correctement le muscle. On va reconstruire le stock de sucre, de glycogène, et on a besoin donc de l'équivalent de 1,5 d'eau par rapport à la glycogène. Ce qui veut dire, je vais prendre un exemple concret, pour un monsieur dans la salle qui fait 75 kg et demain à 18h il va courir. Et il va courir 1h ou 1h20, voilà, 1h20, 1h25. Il part à 75 kg. Et là, il se met sur la balance et il fait 74,6. Ok ? Il prend un petit cahier, il prend son ordinateur, il fait son fichier Excel, parfait. Une différence donc nette de 400 grammes. Cette différence, je vais la multiplier par 1,5. Cette personne, ce monsieur, doit boire 600 millilitres. Il n'a rien bu pendant sa course. Il a bu pendant sa course. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit. Oui. Ah, mais ça, je vais l'aborder après. J'ai un tableau spécifique. Parce que maintenant, je vais faire l'exemple d'une dame. Quand même. Parisienne. Je suis pour. Elle est plus légère. Elle fait 60 kg. Mais elle va courir à 9 heures. Et elle fait aussi 1h25. Et là, elle perd 6. Je multiplie par 1,5 et là, elle va boire 900 millilitres. En plus, quand même. Hein. Eh oui, la bière, c'est mortel. La bière est déshydratante, donc certainement pas. On parle de l'eau, effectivement. Très important. Ça va permettre de mettre en évidence votre efficacité, vos performances. Parce que si on laissait la personne comme ça, qu'est-ce qui se passe pour la plupart du temps? On se met sur la balance, on se dit ah yes, j'ai perdu une fois, je suis content. C'est chouette. Sauf que vous pensez franchement que vous avez perdu du gras? Non. Vous avez perdu de l'eau. Vous n'avez pas de gras. Vous allez donc compenser en sachant que vous représentez entre 60 et 70% de votre volume du corps en poids de l'eau. Vous devez compenser évidemment. Et vous allez compenser avec de l'eau. Oui. Le schéma hydrique, pour répondre au docteur Montier, qui est distrait, le schéma hydrique est le suivant. Si vous perdez, le premier exemple que je donnais, c'était à, je ne sais pas, 400 ml, je pense, si vous perdez 400 ml, donc l'équivalent de 500 ml, vous allez prendre 4 fois 125 ml. Vous allez répartir sur l'heure une prise commune, 125 ml, 4 fois. La récupération doit se faire idéalement dans l'heure, voire dans les 2 heures, lorsque l'on est dans des phases à risque. Là, on est perdu 3 litres. Récupération de 3 litres. C'est 12 fois 250 grammes. Bon, généralement, dans ce cadre-là, on est perfusé un petit peu. Ne vous étonnez pas, vous allez être dans cette zone-là. L'idéal n'est pas là. Que vous perdiez 100 ml, 200 ml, c'est tout à fait logique. Que vous soyez à plus 100, plus 200, ça répond à la remarque de tout à l'heure. Oui, mais le monsieur, il a bu, il a de la famille.
excès, vous allez diluer dans votre sang toute une série de minéraux. Okay, dont le sodium, qui peut être à risque, alors là, au niveau cardiovasculaire. Okay, donc l'excès, lui aussi. D'où l'intérêt de cette technique de double pesée, qui pour vous, rien que là-dessus, ce soir, ça valait la peine. Ça va vous aider. Ok? Les prises idéales, une perte idéale. Non, la perte. On est à peu près dans l'idéal, moi, un sportif est à peu près à 100 grammes en fait, de sang, on est dans le bon. Il n'y a pas de problème. Pas effectivement, ouais, non, juste en fin de sortie. Donc s'il part 2 heures ou 3 heures, s'il a un différentiel de sang en négatif, de sang même, c'est tout à fait normal. La règle qui est une légère perte, c'est tout à fait logique. Okay, c'est métabolique, c'est physiologique, on ne sait pas faire autrement. Okay, si ça se reproduit, c'est là la différence en fait, que l'on fait en consultation, c'est qu'on fait ces tableaux-là et qu'on les reproduit. On fait des tableaux, on fait des moyennes, et si chez les personnes, par exemple, j'ai des pertes normales, effectivement, pour des entraînements de plus de 2 heures, systématiquement, de perte de 300 ml. C'est tout à fait, par contre, chez la personne, c'est tout à fait normal. Donc là, dans ce cas-là, on ne compense quasiment pas. Parce que la personne va manger, on va en parler après. Ok pour ça? Vous avez fait votre test? Ouais, je vous souhaite parce que franchement c'est très très pratique. Ça ne coûte pas un peu. Surtout que vous l'avez gratuit aujourd'hui, donc profitez-en. Alors, vous avez des boissons aussi pour trouver un peu voilà, des boissons post-sport. Alors attention, ceci est un sponsor en fait du semi-marathon de Mons, j'y arriverai. Ne pas se tromper, on n'est pas dans une boisson d'effort ici. On est dans une boisson de récupération. On a parlé effectivement de post-sport. Après le sport, vous allez boire de l'eau, oui, mais vous pouvez, oui, effectivement consommer une boisson de récupération. Je n'ai pas de problème avec ça. Ne pas se tromper entre les deux. Parce que ici, c'est la marque du sponsor. Maintenant, toutes les marques le font. Observez au même. Vous voyez en fait sur les emballages, zéro carbe, 40 grammes. Donc il y a 40 grammes de glucides pour 0 grammes de glucides ici. Ok? Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, nous amateurs et professionnels avons un schéma d'assimilation assez différent. Tout simplement parce que on n'est pas suffisamment régulier, parce qu'on n'a pas entraîné notre corps suffisamment longtemps, même si on vit très très longtemps, on a des schémas différents. Exemple, Naft, qui est notre marathonien qui a gagné Rotterdam l'année passée en 2h07 pour son marathon, il est qualifié pour les Jeux Olympiques, est un consommateur, oui, un consommateur de celui-ci. Que personnellement, chez les amateurs, je ne l'ai jamais conseillé. Donc, pas de problème évidemment. Il ne ment pas dans son processus, lui consomme celui-là, top. Mais avec ça, il va consommer des glucides, autres. Chez nous, amateurs, nous allons consommer plutôt celui-là. Parce que là, on parle de BCAA. BCAA, ce sont des acides aminés. Acides aminés que vous allez retrouver, qui représentent quasiment 70% de la masse du muscle. Okay. Est-ce que certains d'entre vous prennent des BCAA? Ok. Vous les prenez avant ou après le sport? Juste après. Après aussi? Après aussi? Ok, c'est ce qu'il faut faire. Avant, il n'y a aucun intérêt. Les études ont démontré que ça ne changeait rien. Par contre, après, ça peut aider dans certains cas. Ok? Mais c'est vrai que c'est plus cher. Dans ce cadre-là, par exemple, en termes de boisson de récupération, si on prend un BCAA, il faut associer des glucides. C'est pour ça que la vidéo précédente, j'insiste, quand vous voyez ça, évidemment c'est un professionnel, il n'a pas du tout la même structure, le même schéma d'entraînement que nous, donc automatiquement, lui, s'il prend celui-là sans 0,15, il faut savoir qu'en prenant ça, lui va prendre autre chose. Il y a 2 entraînements par jour, donc ça change le processus. Chez nous, on en fait 3 par jour, donc automatiquement, ça change. En prenant les sucres
BCAA. Là, par contre, les BCAA vont être utiles. Et pour ceux qui prennent des BCAA, honnêtement, franchement, associe ça avec des glucides pour qu'ils soient bien assimilés. Ça va? Et ce qui est surprenant dans ces BCAA, si vous regardez la liste, ce qui est impressionnant, je trouve ça une aberration complète, c'est que souvent il y a des édulcorants. C'est complètement aberrant parce que mettre un édulcorant avec un BCAA, je ne vois pas très bien le processus. C'est pour un petit côté sucré en fait, hein, généralement. Tendance sucrée en bouche, mais je ne vois vraiment pas l'utilité de mettre des édulcorants. Voilà, maintenant qu'on a abordé l'hydratation, on va aborder les apports énergétiques déséquilibrés. Alors, les apports énergétiques déséquilibrés, ben, vous allez vite comprendre une chose. Vous avez déjà vu la pyramide alimentaire, hein, on la voit dès la primaire, je pense, donc vous vous en souvenez, évidemment. Mais cette pyramide alimentaire, lorsqu'on mange tout le contenant, tout le contenu de cette pyramide, on a ce que l'on appelle une ration énergétique totale quotidienne. C'est le nombre de calories totales que l'on mange sur la journée. Évidemment, si ma ration énergétique totale quotidienne est inférieure à mes dépenses, dépenses énergétiques totales quotidiennes, mais je vais avoir tendance effectivement à aller vers une maigreur. Attention, je ne parle pas là des maigreurs constitutionnelles ou familiales ou autres, enfin voilà. Là, je parle principalement de l'incidence de notre manière de manger sur notre corps. D'accord? Et dans ce cadre-là, en gros, si je ne mange pas assez par rapport à tout ce que je dépense, je risque effectivement d'avoir une perte, souvent qui n'est pas de gras, mais qui est souvent même musculaire. Ok? Si j'ai une dépense équivalente à ce que je mange, je suis dans une certaine, ce qu'on appelle, normalité. Ok? Et si j'ai une dépense supérieure, plutôt une consommation supérieure à ce que je dépense, automatiquement j'ai tendance à prendre du poids. Et là, je vais répondre à la question, mais là il faut savoir, à votre avis, quel est le pourcentage en Belgique, donc exprimé sur la population totale, de personnes en surpoids et obèses en Belgique? 50%. Okay? En Belgique, une personne sur deux est en surpoids et en obésité. Ce qui veut dire que là, bien sûr qu'il y a des obésités spécifiques, pathologiques ou autres, il y a plein de... Ça représente des cacahuètes par rapport à l'incidence qui est vraiment là, c'est la surconsommation alimentaire qui n'est certainement pas qualitative. Dites-moi une question. Non, c'était juste pour dire, je me situe plutôt entre les deux, quoi, entre l'idéal et l'excessif. Alors, il a déjà répondu. Alors, ça c'est génial, parce que j'allais vous poser la question. Bon, maintenant je pose la question. Je suis obligé. Où vous situez-vous en tant que coureur amateur, à votre avis? Là. En plein milieu des deux. Certains sont juste là, certains sont juste là. 80% des coureurs amateurs ne sont pas là. Ils sont soit à gauche, soit à droite. Ah oui, certains vont dire, oh, je suis plus de ce côté-là, je suis plus de ce côté-là, etc. Comment? Un coureur amateur qui est sur l'excessif. Ah, si, ça arrive, bien sûr, oui, tout à fait. Moi, j'en ai en consultation, hein, oui, tout à fait. Moi, j'aurais bouffé. Là, je disais sérieusement. Il faut voir si vous êtes obèse ou surpoids. Ouais. Ok, oui, si vous êtes convaincu, évidemment. Non, je fais 12 heures de sport par semaine et je suis à 88 kilos pour un 71. Donc, oui, je suis obèse. En surpoids. Là, ça fait plaisir. Oui, le poids, effectivement, et en plus, il y a une particularité, c'est le poids dessus. Je vais vous donner un exemple. J'ai deux personnes de 100 kg à côté de nous. À côté de nous. Il y en a un qui est là, qui est judoka. Okay, champion de Belgique. Et l'autre, il est champion de Chine. Ok? C'est du gras. 100 kg tous les deux. Même taille. Ok, ils habitent le même village. Bon café, bon café. Il fait 12, 15 heures, 20 heures, 25 heures, 30 heures par semaine, quelquefois. Et l'autre ne fait rien. C'est la différence. Le poids n'est pas toujours un point de repère spécifique, et là, monsieur a raison. Ce n'est pas toujours l'élément clé. Ok? Par contre, chez certaines personnes âgées, on sait bien.
gros problème de la personnalité, c'est quoi? C'est les problèmes de nutrition, effectivement, qui sont basés sur un excès de poids. On a beaucoup de personnes, même qui sont obèses, mais qui ont un problème de muscle, tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de muscles. Okay, ça ne doit pas être votre cas en faisant 2 heures de sport par jour. Et donc ceci, c'est un exercice aussi à faire, c'est se dire, mais honnêtement, si je me situe là, oui, je vais devoir faire un effort. On va en parler, ne vous inquiétez pas, et si je suis là, je vais faire un effort. Okay, sachant que 80% de la salle sont entre les deux. Alors celui qui est là, il va être content, mais je ne suis même pas certain qu'il le sache. Alors maintenant, je vais parler plus précisément de vos besoins, et bien les comparer par rapport à des professionnels. Une personne sédentaire qui fait un peu d'activité physique, elle ne fait pas comme vous du sport, d'accord? Vous faites de la course à pied, vous allez faire 5, 10, 15, 20, 21, vous faites du sport. Une personne qui fait de l'activité physique, elle va sortir son chien 30 minutes par jour, c'est super important, elle va aller se promener avec les petits-enfants, etc., avec le chien. Okay, je ne parle pas de sédentarité pure, d'accord? Mais depuis tout à l'heure, vous êtes sédentaire à mort, vous pouvez vous lever, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de souci, avec l'excès. Mais c'est ça la sédentarité, c'est rester assis et rien faire. C'est le pyramide d'or, c'est la chaîne. Les besoins caloriques sont entre 2000 et 2500 calories par jour. Chez un pro, à votre avis, entre 4 et 12 000. Principalement 12 000, c'est dans les Tours de France, par exemple. Voilà. Ou les sports extrêmes, on voit les gens spécifiquement en Antarctique, des choses comme ça. Il y a des marathons, des triples marathons en Antarctique, ils ont besoin d'énergie. En glucides, les glucides représentent les sucres. Vous avez besoin, en fait, chez un sédentaire, entre 3 et 6 grammes par kilo de poids corporel par jour. Et chez le sportif pro, à votre avis, entre 10 à 12 grammes de poids corporel par jour. Les protéines, masse musculaire, vous avez besoin entre 0,8 et 1 gramme par jour. Et chez le sédentaire, avec un peu d'activité physique, 0,8 grammes, ce qui ne représente pas grand-chose. C'est notre gros problème, c'est que 80% de Belges dépassent ce chiffre-là. Chez le sportif pro, on ira entre 1,2 et 2, voire 2,4. Celui qui travaille sa masse, les haltérophiles ont besoin de masse musculaire beaucoup plus importante. Les lipides, les graisses, doivent représenter 35% de la ration énergétique totale. Chez les pros, on ne dépassera jamais 30%, selon certains sportifs, et chez certains coureurs, surtout par exemple chez les coureurs de feu, on ira à 20%. L'eau, on va voir entre 1 litre et 1,5 litre. Le pro va prendre entre 2 et 4 litres, voire un minimum de 500 ml, 1 litre à l'heure, selon les entraînements. Et chez vous, vous êtes là. Je m'égare pour ceux qui prennent la photo. Ça, c'est vous. Vous qui êtes motivé, coureur, c'est vos besoins. Avec ça, vous allez faire un semi-marathon en moins d'une heure 30. C'est une blague pour certains. Ça répond à une question qui a souvent été posée. Est-ce que moi, sportif amateur, j'ai besoin d'un schéma alimentaire différent? Eh bien, oui, par rapport à une population sédentaire avec une légère activité physique. Si vous vous entraînez 3 à 4 fois par semaine, la course à pied avec un objectif minimum de 10 km, avec l'objectif d'aller sur le semi, oui, vous devez changer effectivement d'alimentation. Mieux vous alimenter et répondre plus à ce schéma de sportif amateur. Ok?
Passons maintenant à l'absence de qualité. Alors, l'absence de qualité, je vais quand même venir sur quelques informations qui sont intéressantes. C'est si vous voulez faire fonctionner votre corps, et que ça fonctionne bien, qu'est-ce qui est vital pour vous et qui apporte de l'énergie? J'ai déjà cité tout à l'heure. Comment? Est-ce que ça apporte de l'énergie? Est-ce que ça apporte ou crée de l'énergie? Les glucides, effectivement, ouais. C'est les glucides, les protéines et les lipides. Ok? C'est très connu, hein? Qu'est-ce qui est vital et qui n'apporte pas d'énergie? Je vais y arriver, voilà. Tout à l'heure, il y a l'eau, puis les sels minéraux par exemple, les vitamines, les oligo-éléments, les éléments de trace, etc. Ça ne produit pas d'énergie. Tout à l'heure, le cardiologue a expliqué qu'il fallait que la mitochondrie fonctionne, c'est-à-dire que c'est la centrale nucléaire du corps pour apporter l'énergie au corps. Mais pour être en équilibre, votre corps il a besoin des produits vitaux non énergétiques et des produits vitaux énergétiques pour être en équilibre et que ça fonctionne très bien. S'il n'a pas ça, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est souvent un des biais chez le coureur, c'est que là, on a souvent un déséquilibre, et là, on a souvent un déséquilibre aussi. Alors, ceci s'appelle les micronutriments. Et ceci s'appelle des macronutriments. Ces micronutriments, vous allez les retrouver principalement où? Dans quelle famille? Sur cette pyramide alimentaire? 5% et légumes. Ouais. Vous allez principalement les retrouver dans cette zone. Alors, cette pyramide, vous la connaissez. Et ce qu'il faut, c'est qu'il n'y a personne qui l'applique. C'est une pyramide essentielle. Vous devez bouger, vous devez consommer de l'eau, et le premier élément que vous devez consommer, ce sont des légumes, d'abord, majoritairement avant les fruits. Et ça, il faut faire une photo, parce que c'est comme ça que vous allez faire vos courses à partir de demain. Je prends mon caddie, je remplis mon caddie dans le même sens. Et s'il vous plaît, ne faites pas comme la majorité des Belges, où ils inversent, ils mettent dans l'autre sens, ils commencent par les bonbons, les crasses, et puis je mets les graisses, et puis je mets le gros bucket de steak, les burgers, et puis je mets un peu de pain, etc. Et seulement après, moi j'ai plus de place pour les légumes. Je reviendrai. Non, faites vos courses de manière différente. Vous faites du sport, certainement pour votre santé, ou pour un objectif, ou pour des raisons particulières. Faites en sorte de répondre correctement aux besoins du corps. Le besoin du corps, il a besoin de ça. Et vous faites simplement partie du pourcentage. Est-ce qu'il y a peut-être 12% des Belges qui mangent suffisamment de fruits et légumes sur leur journée? Comment? Vous êtes dedans? Non, je dis une bonne sangria, ça me saoule, ça me joue. Vous mettez aussi des fruits dans le brocoli? Des fruits. Alors, votre assiette, elle doit être efficace. Ça veut dire que là, on voit très très mal, mais la ration énergétique totale optimale qualitative doit comprendre les micronutriments. Et donc, vous devez repartir sur cette pyramide qui est très basique, que l'on propose en primaire, et partir sur ce schéma alimentaire. Vous n'aimez pas les légumes? Dommage. On s'habitue. Je veux simplement vous dire aujourd'hui une chose, c'est qu'on sait en nutrition, c'est que quand on n'aime pas un produit, dans le goût d'un aliment, ben c'est faux. Vous pouvez changer les choses. Ceux qui ont eu des enfants, des jeunes enfants, vous, quelque part, imposez, avec des subterfuges quelquefois, en mettant encore une purée, des trucs comme ça, il faut savoir qu'au niveau gustatif,
enfant comme adulte, n'importe quel âge, on peut tout à fait changer son comportement alimentaire. C'est aujourd'hui prouvé. Venir me dire, oh, mais tu testes. Et le mois d'après, tu recommences. Je ne mange jamais de légumes, mais tu testes. Tu apprends à manger des légumes. Si ça prend 6 mois, ça prend 6 mois. Ça prend 1 an, ça prend 1 an. On s'en fout. Mais on s'adapte. Pour être performant, les micronutriments seront une des solutions. Alors ça, c'est ce que vous allez lire dans la presse aussi. Raison pour laquelle les nutrithérapeutes et les prescripteurs de compléments alimentaires sont champions du monde pour leur nom, et que vous êtes capable d'avoir généralement 12. Moi, j'ai eu un patient comme ça, il avait 12. D'accord, on lui a réduit, mais avant, il a commencé avec 24 boîtes différentes. 24 boîtes. Parce qu'on lui a fait une prise de sang spéciale, on lui a dit, ah, tu manques de ça, tu manques de ça, tu manques de ça, tu manques de ça, tu manques de ça. Donc on lui a dit, manger des légumes. Tu me prends ça, tu me prends ça, tu me prends ça, tu me prends ça. Je te prends ça, je te prends ça, je te prends ça. Ah oui, à peu près, il arrive à 400 € par an. Chacun son truc. On a réussi à le descendre à 250, et puis quand j'ai bien expliqué le truc, en fait, il en a pour 20 € par an. Le seul truc qu'il prend, sur lequel j'insiste, c'est la vitamine D. Qui prend sa vitamine D tous les jours ici? Ou alors sur un schéma hebdomadaire ou des cures, par exemple. Qui prend ça? Levez-le bien à la main. Il y a à peine la moitié. C'est indispensable. La vitamine D, indispensable. Vous ne voulez pas vous blesser, vous voulez que votre cœur fonctionne bien comme la cardiologue l'a dit, vous voulez bien effectivement que votre posture fonctionne bien, vitamine D, indispensable. S'il y a bien une chose à ne pas oublier, c'est ça. Alors, pour quelle raison on la prend sous forme de complément? C'est qu'il n'est pas toujours facile de le voir via l'alimentation. C'est l'anguille, la sardine, qui est un des éléments les plus riches, le foie de morue, évidemment, mais je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup qui l'en consomment, un tout petit peu. Voilà, alors ça c'est extrêmement riche, d'accord. Mais c'est quoi aussi la vitamine D? C'est la vitamine de quoi? La vitamine du soleil. On n'en a pas beaucoup, c'est ainsi. C'est de dire qu'en hiver, vous prenez votre vitamine D. Chaque fois que vous n'êtes pas exposé au soleil, vous prenez votre vitamine D. C'est indispensable. On ne peut plus faire une consultation aujourd'hui en nutrition sans prescrire la vitamine D. Vous allez chez un thérapeute, un médecin qui oublie la vitamine D, dites-lui, demandez-lui. Il ne vous la prescrit pas, vous changez. Radis. Bien sûr, il y a d'autres techniques que ça.